Alors bonsoir à tous et bienvenue à cette autre édition de la Forêt de notre richesse. Alors cette semaine, on vous parle d'un terrain de jeu extraordinaire en forêt, pas très loin d'ici, un petit peu plus haut, la ZEC Batiscan-Nelson. C'est sous la dénomination Association sportive Batiscan-Nelson de la région de Saint-Raymond incorporée que l'organisme a été constitué en corporation et ce, le 8 mai 1978. Située dans la MRC de Portneuf à 65 km de Québec, la ZEC Batiscan-Nelson est facilement accessible aux amateurs de la nature. Que ce soit pour pratiquer la pêche, la chasse, le camping et les activités reliées au plan récréotouristique ou tout simplement la villégiature, les utilisateurs y trouveront leur compte. D'une superficie de 878 km², comptant 356 lacs, la ZEC accueille chaque année plus de 50 000 utilisateurs. Une telle fréquentation, alliée à un budget d'opération dépassant les 800 000 $, font de la ZEC Batiscan-Nelson l'un des plus importants organismes de ce genre au Québec. Alors, Olivier, première des choses, c'est le fun, on est à la ZEC Batiscan-Nelson. On entend beaucoup parler de la ZEC, mais pour la première fois, moi, je mets les pieds sur la ZEC, c'est vraiment le fun. Qu'est-ce que, justement, tu vas nous faire visiter aujourd'hui? Aujourd'hui, dans le fond, je vais vous présenter nos sentiers qu'on a faits pour la petite chasse, on a commencé l'année dernière avec des partenaires comme la Société de la Génotupée, Héritage Faune, qui nous ont aidés à réaliser ce projet-là. C'est un beau projet qui a porté fruit et qui a eu beaucoup d'enthousiasme par rapport à ce projet-là. Par la suite, on va aller vous présenter des projets de conservation, de préservation qu'on a fait parce qu'on a au-dessus de 356 plans d'eau sur la ZEC. Donc, on va aller vous présenter, on essaie de conserver nos populations pour que les pêcheurs puissent avoir une bonne pêche quand ils viennent sur le territoire. Donc, on va aller vous montrer des aménagements qu'on a faits pour la reproduction de l'espèce, pour l'ombre de fontaine sur notre territoire. On va aller aussi vous présenter, on a de l'hébergement qu'on offre depuis maintenant des chalets qui ont été achetés et rénovés depuis maintenant plus de 8 ans. Donc, qui est un très beau produit. La part du monde, quand ils viennent ici, ils apprécient. Puis, on va finir avec un nouveau projet qu'on va présenter. On a pour 3 ans d'aménagement, des sentiers de pêche à gué, reliés avec un camping, où est-ce qu'on veut que ce soit un volet familial pour cette partie de projet-là. Donc, on va terminer notre visite dans ce projet-là. On a une très belle visite à faire, mais tout d'abord, il faut vraiment expliquer c'est quoi une ZEC par rapport à une réserve, peut-être mentionner un petit peu les différences. Oui. Dans le fond, les ZEC ont été créés en 1978 quand la population voulait avoir accès au territoire. Les anciens clubs privés qui rendaient jaloux un peu, c'était plus fermé, ça rendait jaloux un peu. Fait que le monde a demandé à avoir une accessibilité au territoire. Les ZEC ont été créés au Québec en 1978. Nous, ça fait depuis ce temps-là, dans le fond, on roule notre boss. La ZEC, dans le fond, c'est très intéressant pour le monde qui sont autonomes, qui veulent aller sur un territoire puis qui ne veulent pas être cadrés à l'intérieur d'une partie de territoire seulement. Fait que le monde se présente au poste d'accueil, s'enregistre pour la journée, regarde les lacs qui ne sont pas encore fermés à la pêche, tout dépendant si le contingent de truites ont été pris durant la saison. Puis après ça, le monde peut se déplacer, aller dans le territoire, aller sur les lacs qu'ils veulent. S'ils veulent aller pêcher sur un lac le matin, ça ne mord pas, ils veulent se déplacer, aller sur un autre lac, mais ils peuvent le faire. Fait que moi, je trouve la grosse différence avec les réserves au niveau de la pêche. C'est vraiment une autonomie et une liberté que les ZEC offrent. C'est la même chose pour la chasse? Pour la chasse, dans le fond, c'est des territoires, encore là, c'est le territoire qui est ouvert à tout le monde. Fait que le monde se présente. La plupart des temps, dans les ZEC, le monde va essayer de s'installer, essayer de s'entendre avec le voisinage à côté pour avoir leur coin de chasse à eux. Avec les dernières années, on a quand même des mouvements là, de changement qui veulent s'effectuer au niveau de la chasse. On ne sait pas ce que le ministère va nous réserver, mais pour l'instant, c'est le monde, quand ils viennent pour la grande chasse, ils vont venir, que ce soit l'orignal. Puis maintenant, on a ouvert depuis cette année, ça va être la première saison qu'on va avoir le chevreuil aussi qui va être ouvert sur la ZEC. Donc là, le monde, il faut qu'ils s'installent puis s'entendent entre eux en bonne entente là, avec les voisins. Pour la petite chasse, là, ça c'est un autre monde. La petite chasse, là, le monde se présente, vont se promener à l'intérieur des sentiers. C'est la même chose que pour les plans d'eau. Fait qu'ils se présentent le matin, s'enregistrent. Ils peuvent aller dans n'importe quelle fourche, n'importe quel secteur. Nous, on a un secteur qu'on a aménagé où est-ce qu'on fait de l'introduction de faisans aussi à l'intérieur. Fait que c'est un plus-value pour le monde qui vient de chasser avec aucun frais supplémentaire, on tient à le mentionner. Ouais.
Fait que donc, on a différentes sortes de faisans, pas juste le faisan collier qu'on connaît avec les belles couleurs. On a aussi du faisan obscur. On va avoir d'autres espèces aussi. On amène d'autres surprises pour le futur avec notre éleveur. Fait que ça, c'est la petite chasse, c'est plus encore là, c'est de l'autonomie, c'est de la liberté encore pour le monde qui va venir chasser. Il y a combien de barrières? Puis justement, l'enregistrement, est-ce que ça prend des permis, des choses comme ça? Comment ça fonctionne? Au niveau des enregistrements, on a 3 postes d'accueil, plus un dépanneur, dans le fond, le dépanneur Marc-Claude à Saint-Raymond, qui font l'enregistrement pour une partie de secteur qui est dans le rang Saint-Mathias, le secteur Sainte-Anne, que nous on appelle, le secteur Talaillarde aussi. Après ça, pour les postes d'enregistrement, on a le secteur Saguenay, qui, quand on passe par la vallée Bras-du-Nord. On a le secteur Mauvaise si on passe par le rang Sainte-Croix. Puis ensuite, on a le secteur Pertuis qui dessert le secteur, la partie Grand-Bois qui se prend par Rivière-à-Pierre. Puis le secteur aujourd'hui Pertuis où est-ce qu'on est là, pour tout le petit lac Batiscan, lac 60 du Nomade. On a une quarantaine de plans d'eau là, pour le secteur Pertuis. Pour le secteur Mauvaise, on parle d'une vingtaine de plans d'eau. Pour le secteur Saguenay, là, on parle d'au-dessus de 80 à 100 plans d'eau accessibles en véhicule. Ou sinon, il y a des portages pour certains secteurs aussi. Fait que là, on va parler de 150 à 200 plans d'eau disponibles. C'est immense, là. J'imagine que vous devez avoir tout un réseau de routes à s'occuper. Ça doit être quelque chose. Ah oui, on est chanceux. On a de la machinerie pour faire l'entretien. C'est 250 km de chemin qui sont entretenus régulièrement avec la niveleuse. Après ça, on a une excavatrice aussi qui va tout faire les chemins secondaires. Puis on loue toujours des pelles mécaniques pour entretenir. Dans les volets des EC, il faut qu'on crée un volet. On n'a pas le choix. C'est un de nos objectifs, c'est l'accessibilité du territoire. Donc, pour ça, il faut qu'on ait de la machinerie, il faut qu'on offre le territoire. On se garde des lacs à portage parce qu'on sait qu'il y a du monde qui aime ça, se donner un peu de misère. Il y a un trip à avoir là. Fait qu'il y a du monde qui aime ça, faire 2-3 lacs pour se rendre au lac puis l'essayer. Puis effectivement, souvent, ces plans d'eau-là renferment la truite d'une bonne dimension. Là, c'est Olivier, c'est ça, me semble? Hugo, excuse-moi. Là, on est sur lequel chemin puis on s'en va où? Là? On est dans le secteur Sarotte où on a développé quelques sentiers pour la chasse au petit gibier. Olivier et moi, on est des amateurs de cette petite chasse-là. On sait que le gibier se tient dans un milieu quand même assez serré. Donc, ce qu'on a voulu créer ici, c'est des sentiers qui vont quand même dans du bois pas trop clean, pas trop quand même assez sale, mais des sentiers où le chasseur peut être pas à l'aise avec son fusil, mais qui ne permet pas l'accès aux 4 roues ou au VTT. À l'entrée de chaque sentier, il va même avoir un petit cordon. Donc, le chasseur, s'il voit que le cordon est mis, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est déjà en chasse dans le sentier. Donc, vous rentrez... Oui. C'est le stationnement principal. Les sentiers partent un petit peu plus loin. Pour l'instant, on a 6 sentiers d'aménagés qui vont augmenter avec les années aussi. On a vu, juste pour l'année passée, une augmentation de 400 % de la petite chasse dans le secteur ici. Avec l'introduction de faisans, avec le parle-parle jase-jase, ça a fait boule de neige. C'est vraiment une belle réussite pour nous autres. Okay. Fait qu'on va aller voir ça dans quelques instants. Ça va.
Alors Hugo, on est dans un quand même un paradis. On pourrait pas dire que c'est une affaire de petite chasse ici, mais vous allez voir des images au fil du reportage. C'est vraiment un réseau que vous avez créé, puis c'est vraiment le fun de voir ça. Explique-nous ça, là, tout ce que ça a pris comme énergie. En fait, comme énergie, ça en a un prix. On se situe un peu sur le sentier principal sur lequel découlent tous nos petits sentiers. Comme vous avez vu tantôt, il y a un petit cordon qui permet aux chasseurs de rentrer dans le sentier et de garantir qu'ils vont être seuls dans le sentier. Entre les sentiers, on a laissé justement assez de largeur de bois pour que ça reste sécuritaire en cas de coup de feu. On a aménagé ça aussi avec du paillis au sol, ce qui offre une marche très silencieuse dans les sentiers. Ce qui permet de surprendre le gibier. On sait que beaucoup de gens aiment la chasse de route. C'est relax, c'est assis, sauf que le succès de récolte est peut-être un petit peu moins grand que ceux qui marchent en forêt, qui vont chercher vraiment le gibier dans leur niche. Donc, c'est pas mal ça. Là. Ici, on a fait aussi un espèce de trottoir Oui, de roche, là. en fait, ici, il y avait un barrage de castor qu'on voulait garder justement pour le cachet. L'ancienne route était un petit peu inondée. En voulant garder le barrage, on a juste tout simplement rehaussé le niveau du chemin pour avoir accès aux autres sentiers plus loin. Olivier, tu me parlais justement que tout ce secteur-là, vous avez développé, on a parlé tantôt de 400 %. La réponse est extraordinaire en du faisan, de la gélinote aussi. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu, là, vous avez été un petit peu pris par surprise par ça. Extrêmement bien pris par Agréablement, surprise, ouais. oui, agréablement. Autant nous que le conseil d'administration de la Zec-Batiscan Nelson, on se doutait qu'il y avait un intérêt, surtout de la part peut-être de notre génération, de la trentaine, 20-30, parce que la petite chasse, c'est proactif. Donc, on n'est pas assis, on bouge beaucoup, puis nous, on aime ça aller dans où est-ce que c'est tricoté serré, où est-ce qu'on peut aller dans le bois. Donc, on s'est dit, on va amener nos chasseurs, on va les amener à l'intérieur des secteurs où est-ce que c'est l'habitat propice, mais que c'est difficile d'accès, puis nous, on va rendre l'accessibilité facile. L'appel a été extraordinaire. Il y a eu du monde, on a eu des commentaires très, très positifs. À titre d'exemple, on a un couple qui s'est présenté un matin. Il y avait une madame qui chasse toujours avec son mari, mais elle ne chasse pas, elle fait juste le suivre. Elle passe à l'intérieur des sentiers, puis quand lui est rentré dans les secteurs un peu plus salauds, ben elle restait sur le chemin, puis elle attendait, puis elle a dit ici c'est merveilleux, je peux suivre mon mari partout, on peut rentrer dans les sentiers, c'est sécuritaire, merveilleux. Fait que nous, on essaye d'offrir cette qualité de sentier-là. Là, présentement, c'est un premier secteur. Vu par la surprise, là, on s'est dit, OK, là, on avait 3 autres secteurs en réserve qu'on pensait faire en échelonnant ça jusqu'en 2020-2022. Là, on se rend compte qu'il va falloir passer à deuxième vitesse, effectivement. Parce qu'avec 400 % d'augmentation, c'est un incitatif pour nous là, pour offrir, puis pour aussi offrir une belle qualité, pas que tout le monde se retrouve tout dans le même secteur, puis qu'on croise 5-6 chasseurs durant notre chasse. C'est pas ça qu'on veut en tant que petite chasse. Fait qu'on on va ouvrir un petit peu plus large, plus rapidement aussi pour les prochaines années. Là, Hugo, dans le secteur, on se trouve à la moitié des sentiers. On est où à peu près? On est au début du sentier, un petit peu plus haut. On a 3-4 sentiers, un petit peu plus haut, qu'on arrive un petit peu plus sur le top d'une montagne. On sait qu'en fin d'automne, quand les journées commencent à être plus froides, le gibier commence à retrouver les sommets pour aller chercher le soleil le plus vite possible. On a aussi planté des arbres fruitiers un peu à droite et à gauche. On a essayé le vinaigrier, des petits pommetiers. C'est des essais. Des fois, il y a des essais et erreurs, mais si on ne l'essaye pas, on ne le sait pas. Puis c'est vraiment de créer une petite zone aussi pour être relax sur le dessus de la montagne. Là. Je ne sais pas si on va se rendre là, mais c'est quand même un beau petit cachet aussi. En tout, c'est 4 km de sentier. OK. C'est 4 km de sentier qui ont été faits en paillis comme ça. On parle d'un rajout de 2 km de sentier en semi-aménagé, où est-ce que là, on rentre vraiment dans les habitats propices à Gélinote. Puis là, Olivier, tu vas m'expliquer quand est-ce qu'on peut faire ça, puis est-ce qu'il faut réserver? Non, pour la réservation, la personne se présente au poste d'accueil à partir du 17 septembre, si je ne me trompe pas bien sûr dans ma date, mais c'est le samedi 17 septembre. Le monde se présente directement au poste d'accueil de l'accueil Pertuis pour venir dans le secteur aménagé. Pour le reste, ils peuvent se présenter aux autres accueils comme, sans aucun problème. Ils vont demander d'aller chasser le petit gibier. Il va y avoir des frais à honorer pour la chasse au petit gibier, qui est le réseau routier de 10 $ plus un 20 $ dans le fond pour la journée de chasse. Dans le fond, ça fait 30 $ pour une personne qui vient seule. Le réseau routier, c'est toujours par véhicule
véhicule et non par personne. Donc, s'il y a 2 personnes qui se présentent à l'intérieur d'un véhicule, on divise le 10 avec les 2 personnes. Ça reste 10 pour l'ensemble du véhicule. Pour la gestion des gens, vous gérez ça un petit peu comme l'ensemencement. Là. Explique-moi ça, comment vous faites ça pour qu'il n'y ait pas trop de monde sur les sentiers. Oui, dans le fond, au niveau de. On indique au monde quel secteur va être qui est aménagé, à quel endroit ils peuvent le prendre. C'est sûr que le monde, quand il arrive dans le stationnement, s'ils voient 5-6 voitures, ils peuvent revenir un petit peu plus tard. Pour l'introduction de faisans, nous, on suit l'achalandage. Donc, la demande est là. Si jamais on voit qu'il y a une demande qui est plus forte, on va introduire un petit peu plus de faisans, du moins plus rapidement. Fait qu'on va s'assurer que le monde puisse avoir. Le faisan, c'est une limite de 2 par personne. C'est une limite sportive. On demande vraiment à chacun des chasseurs qui vont venir dans le secteur de respecter la limite à 2. Comme je vous dis, là, il y a différentes espèces. Fait que donc, c'est pas juste le faisan collier, c'est très apprécié de la part du monde. Fait que le monde, faut pas qu'il se trompe entre une corneille et un faisan obscur parce que les deux se ressemblent. Je sais pas c'est qui va m'en parler, mais justement, l'introduction du faisan et de la gélinotupée, le programme, est-ce que c'est Hugo ou c'est. Ouais, c'est Olivier. OK, comment ça a fonctionné, ça? Parce que je pense qu'il y a des projets, il y a des subventions avec ça. Oui, dans le fond, le projet initial, ça a parti avec la Société de la gélinotupée. Qui, eux, dans le fond, ils veulent promouvoir la chasse au petit gibier. Ils voulaient se retrouver aussi sur un territoire qui était facile d'accès, public. Ils avaient fait beaucoup d'aménagements aussi dans d'autres territoires, que ce soit la réserve faunique de Portneuf ou la réserve de Saint-Maurice. Mais là, ils voulaient se retrouver dans un autre territoire aussi pour essayer d'équilibrer un peu les aides. Fait que ça partit avec la partie de la Société de la gélinotupée. Eux, c'était pour la gélinotupée. Fait que donc, on est parti d'un cadre pensant perdrix. Puis ça a découlé un petit peu sur le faisan, mais le volet perdrix, là, on est allé s'associer à un autre partenaire, la Fondation de la faune du Québec. Ouais. Eux, dans le fond, on a fait une évaluation de l'ensemble du territoire pour essayer de trouver les meilleurs secteurs sur l'ensemble de la ZEC où est-ce que l'habitat était déjà propice. Fait que nous, notre but à long terme, on est pour parler avec le secteur forêt du ministère pour s'assurer de garder cet habitat-là à long terme, ou du moins, en tout cas, le diversifier, mais en favorisant la gélinotupée. Fait que ça, c'était le premier parti. Ça nous a fait découvrir 3-4 secteurs à l'intérieur de la ZEC qui étaient très bons pour la gélinotupée, dont celui-là ici. Puis après ça, notre deuxième volet, on s'est dit, bon, OK, le secteur qu'on va aménager, il faut qu'il y ait une facilité d'accès aussi. On est à 12 km du poste d'accueil, donc ça se fait très, très bien. On a un 2 km dans un chemin secondaire qu'on entretient toujours pour que les véhicules puissent monter, puissent venir accéder au territoire. Puis à partir de là, là on a commencé à aménager tous nos sentiers. Et le faisan, lui, vient, dans le fond, parce que nous, pour l'avoir marché, on a fait des inventaires, tout ça. Quand on arrive aussi au printemps, puis que le mâle tambourine, on sait que la population, l'habitat était... la planification était excellente, ça nous a vraiment donné des bons habitats. Par la suite, dans le fond, le faisan, lui, vient un peu diminuer la pression de chasse directement sur la gélinote, puis s'assurer d'avoir toujours une gélinote, une population active, une population qui est présente, parce que la gélinote, ça va être un peu comme le lièvre. Fait qu'il va y avoir des déclins, puis il va y avoir des vagues. Il va y avoir des cycles, dans le fond, qui vont nous permettre une bonne récolte, des cycles qui vont nous permettre une moins bonne récolte. Fait que nous, le faisan vient diminuer cette pression-là sur la gélinote. Il faut le mentionner, vous autres, la petite chasse est avant la grosse chasse. Hein? Oui, on a 3 semaines, effectivement, on a 3 semaines avant la grosse chasse. Fait que donc, c'est sûr que durant le temps de l'arc et l'arbalète, les deux, la petite chasse se fait en même temps. Quand on arrive durant le temps de l'arme à feu au niveau de la grande chasse, là, la petite chasse est retirée, dans le fond, pour permettre aux chasseurs d'avoir leur semaine. Je trouve que c'est un très bon compromis. Tout le monde, comme ça, réussit à avoir son temps de chasse qui est propre à lui. Puis Hugo, peut-être en terminant, avant qu'on passe à un autre secteur, justement, qu'est-ce que ça a amené dans la faune, la diversité ici, d'amener des nouvelles espèces, tout ça? Jusqu'à date, on a certains arbres qui ont été très appréciés par autres que la perdrix. Je parle ici des chevreuils et orignaux qui en ont mangé une coupe. Mais, comme je l'ai dit tantôt, c'était un essai. Nous autres, ce qu'on veut en venir, c'est juste de grossir le projet le plus possible, puis de faire plaisir au plus de gens possible qui sont amateurs de la petite chasse. Combien vous pouvez faire de sentiers en plus, à peu près? Comme je dis, on se promène dans le salle, mais on essaie d'être restreint dans ce qui est pour la largeur. Nous, c'est vraiment d'offrir un sentier qui est sécuritaire pour l'arme à feu, pour épauler sans accrocher rien, mais qui est quand même facile à faire. C'est pas trop long. Je vous dirais que c'est le pays qui est long à amener à bras à la fin. Là. Ça, tout est partout ici, ça va être 11 sentiers qui vont être aménagés pour le secteur Sarotte. Ça va donner à peu près, quelqu'un qui vient chasser ici va prendre environ, pour tout faire les sentiers, là, quand tous les 11 sentiers vont être terminés, on va parler d'environ 3 heures. 3 heures de marche. Fait qu'après ça, peut aller se promener, peut aller ailleurs sur l'ensemble du territoire. C'est aussi une carte de visite. Ça permet, OK, venez ici, venez voir ce qui se passe. Après ça, vous pouvez aller vous promener dans l'ensemble de la ZEC. Il n'y a pas de problème pour finir votre journée. Puis si la récolte a été moins bonne cette journée-là, il y a peut-être d'autres fourches qui vont satisfaire le chasseur.
Alors, Hugo, tu nous expliques qu'on est à l'orée d'un petit sentier. On s'en va vers un projet, je pense, que vous avez. Oui, projet d'aménagement. Faut dire que la ZEC Batiscan-Nelson est un des derniers bastions à avoir encore de la truite mouchetée indigène de la dernière glaciation. Ah oui. Donc, on essaye de garder cette richesse-là. C'est sûr que le problème principal des ex, c'est justement l'ouverture du territoire amène des routes forestières, amène du sable, donc amène de l'ensablement dans les cours d'eau, ce qui va être problématique pour la reproduction de la truite mouchetée. Okay. Quand on va faire un aménagement, on a différents types d'aménagement de frayères, mais on essaie d'être le moins visuellement, on essaie d'être discret pour faire nos aménagements. C'est ce qu'on s'en va voir. C'est pour ça qu'on ne dit pas où on est présentement. Exactement. On est dans le bois quelque part. Là. On est dans le coin du secteur Sarotte. Voilà. OK, fait qu'on y va, puis on va aller se parler un petit peu plus loin. Ouais. J'aimerais ça que tu nous l'expliques. Alors, c'est un de différents types d'aménagement pour la truite mouchetée, qu'on appelle un seuil frayère. On sait au début que la truite mouchetée a besoin, pour un bon site de reproduction, d'un gravier fin de sédiment fin. Donc, ce qu'on va faire, c'est que le principe est simple, c'est 2 grosses pruches de 6 par 6 qui sont encavées dans les berges, solidifiées avec des tiges d'armature et des grosses roches pour éviter qu'un coup d'eau déplace le dit aménagement. Entre les 2 pruches, on a une membrane de géotextile qui s'en va dans le fond du cours d'eau, soit à peu près 30 cm de gravier que nous, on va rajouter par-dessus la membrane. La membrane nous permet de faire perdurer l'aménagement, c'est-à-dire que quand on voit qu'il y a un ensablement de notre gravier, on va venir avec une motopompe pour curer le gravier. On fait juste ressortir le sable de notre aménagement et on se retrouve avec un gravier fin de sédiment fin. En gros, la truite, elle va pondre ses œufs dans le gravier, elle va enterrer ses œufs. Pour avoir un bon succès d'éclosion, il faut que les œufs soient oxygénés tout au long de l'hiver. Donc, c'est pour ça que le sédiment fin va venir colmater les interstices, va faire mourir les œufs. C'est pour ça qu'on essaie d'avoir un gravier le plus net possible. Vous avez 3 ouvrages comme ça sur ce petit cours d'eau-là. Pourquoi? En fait, on va essayer de les faire pas trop proches. Ouais. La truite mouchetée est un poisson qui aime les eaux fraîches et bien oxygénées. Donc, le seuil, en plus d'offrir une belle zone de reproduction, va oxygéner le cours d'eau. Donc, on prend une certaine distance pour pas que le seuil de un ait un impact sur le gravier de l'autre en aval de lui. Okay. Et tu me disais aussi que la truite, ça saute, là. Ça peut aller d'un à l'autre sans problème. Oui. C'est pour un obstacle infranchissable, là, on parle d'un 2 mètres franc avec aucune fosse pour propulser le poisson. Tantôt, Olivier, tu me parlais aussi que la truite, c'est un effort constant pour justement que ça se reproduise de la bonne façon parce que sur le nombre d'œufs que la truite fait, il n'y en a pas beaucoup qui passent au travers. Non, exactement. C'est ça, quand Hugo parle d'avoir un gravier exempt de sédiments fins, bien, c'est exponentiel la relation. Si on a 10 % de sable, bien, on peut avoir jusqu'à 50 % de la mortalité. Donc, ce qu'on veut, nous, avec ça, c'est d'augmenter notre ratio puis de monter à 90 %, 100 % des œufs qui vont avoir été pondus par la femelle. Puis après ça, que le mâle aussi va avoir laissé son tribut pour permettre la reproduction. Dans le fond, ces œufs-là vont nous permettre d'avoir un bon taux de reproduction, vont nous permettre d'alimenter parce que les femelles vont peut-être avoir 250, 500 œufs, des fois jusqu'à 1000, peut monter jusqu'à 1500, jusqu'à 2000, tout dépendant de la grosseur et la maturité des reproducteurs. Ouais. Mais pour ça, ça va prendre environ 200 œufs. Au bas mot, là, 200 œufs pour se rendre jusqu'à un poisson d'1 an qui n'est pas encore intéressant pour le pêcheur. Là, on parle d'une petite qui va mesurer environ 2 pouces, donc qui n'est pas récoltable pour le pêcheur. Fait que ça prend beaucoup d'œufs pour soutenir la pêche. Donc, ça prend des habitats de reproduction. Puis de plus en plus, on pense encore plus gros au niveau des superficies pour s'assurer qu'on n'a pas non plus des... parce que souvent, les femelles ou les mâles vont choisir les mêmes endroits pour se reproduire parce que c'est les bonnes conditions. Eux, ce qu'ils veulent, c'est s'assurer que leur progéniture continue. Fait que dans le fond, en agrandissant, en ayant des grandes superficies, ça va nous permettre d'augmenter le nombre de géniteurs sur les sites qu'on aménage. Et tu me disais qu'il y a eu des collaborateurs pour faire cet ouvrage-là? Oui, ici, dans le fond, c'est Pêche et Océan Canada qui a soutenu le projet.
On a eu une réfection de ponceau aussi qui était problématique au niveau du libre passage du poisson. Il y a eu des seuils en roche qui ont été faits avec les années, depuis les années 80. Nous, on est revenu ici avec le Pêche Océan Canada. Ça nous a permis, dans le fond, d'améliorer vraiment le substrat de reproduction. Fait qu'on a ici, on a fait 3 seuils frayeurs à l'intérieur d'un cours d'eau, où est-ce que nos géniteurs là, viennent à chaque année frayer. Parce que notre pierre angulaire, notre vision de la préservation pour les populations de truites mouchetées sur la ZEC Basse-Canelson, c'est la reproduction. Fait qu'on s'assure de trouver les sites où est-ce qu'ils se reproduisent en premier. On regarde ce qu'on peut améliorer dans l'habitat immédiat du poisson pour la reproduction. Puis après ça, on va arriver pour l'intervention. Hugo, cet ouvrage-là, il va durer combien de temps? Puis est-ce que c'est beaucoup d'entretien durant l'été? Durant l'été, on va essayer d'y aller visuellement, voir la quantité de sable qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Un coup, le curage fait, l'aménagement est quasiment refait à neuf. Okay. Alors, tant qu'il n'y a pas de coup d'eau ou de déplacement du seuil en tant que tel, l'aménagement peut perdurer dans le temps quand même assez longtemps. Là. Okay. Donc, c'est fait pour 10, 15, 20 ans sans problème? Oh, oui. En fait, la pruche, en étant sous l'eau tout le temps, le désagrégement du bio ne se fait pas vraiment, tant qu'il n'y a pas d'oxygène, donc ça perdure. Olivier, est-ce que vous en avez d'autres aménagements comme ça dans le territoire? Oui, sur la ZEC, dans le fond, on est rendu maintenant à environ 30 plans d'eau. Où est-ce qu'on a aménagé? On a commencé les premiers aménagements en 2002 avec la personne qui était là avant moi, Steve Plamondon, le technicien du temps. Ouais. En 2006, on a recommencé des efforts de restauration, ça soit 60, le jumeau. Puis là, depuis ce temps-là, on fait environ 3 à 4 plans d'eau par année pour s'assurer la préservation, parce qu'on avait quand même un déclin au niveau de la pêche, surtout pour le secteur. Ici, on est dans Pertuis. Pertuis va quand même passablement bien. On avait un autre secteur, le secteur Mauvaise, où est-ce que c'était un petit peu plus difficile. Puis on commence à récolter justement le fruit de nos efforts. On commence à voir, parce qu'il faut être patient quand on fait des aménagements comme ça. Comme je vous dis, ça prend 200 œufs pour être capable d'offrir un poisson d'1 an. Puis là, on ne sait pas le ratio encore qui va nous amener du 1 an au 3 ans au niveau du poisson, où est-ce que là, le poisson va être intéressant pour le pêcheur. Fait que dans le fond, il faut être très patient. On va parler de 6 ans, 10 ans après l'intervention pour certains plans d'eau pour avoir un résultat qui est palpable puis qu'on est capable de dire, OK, l'objectif de départ, pourquoi on est intervenu, est-ce que ça a fonctionné ou ça n'a pas fonctionné? Vos premiers ouvrages, vous voyez déjà depuis quelques années les bons coups. Là. Oui, exactement. C'est ça. Dans le fond, depuis les premiers lacs, que ce soit le lac Épinette, les lacs 60 jumeaux dans le secteur Pertuis ici, le lac Épinette dans le secteur Mauvaise, là où est-ce qu'on est vraiment dans nos rapports 6 ans, 10 ans pour ces aménagements-là. Là, on commence à voir les bons coups. C'est sûr qu'à court terme, ce qu'on voit, c'est des géniteurs qui utilisent notre site, puis on voit encore plus d'alevin, qui est la petite progéniture quand il sort du gravier au printemps. Fait que ça, on en voit plus. Fait qu'à court terme, on est capable de se dire, OK, ça fonctionne bien. À long terme, par contre, pour que ce soit le pêcheur qui soit gagnant, bien ça, il faut être un petit peu plus patient. Hugo, durant l'été, tu fais le tour de tous les sites ou comment ça fonctionne? On a souvent quand on va avoir des subventions, on va avoir une obligation de 3 ans à aller vérifier si l'aménagement n'a pas bougé. Okay. Après 3 ans, ça ne serait pas une bonne idée de laisser le site puis de c'est bon, c'est ça. On veut que ça perdure justement, donc on va aller faire un suivi à chaque année de tous nos aménagements, voir qu'est-ce qui a bougé, est-ce qu'il y a du curage à faire, est-ce qu'il y a des améliorations à faire. Puis, année après année, on essaie de garder le site comme si ça venait d'être fait.